Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les titres. Conformément au calendrier scolaire, la rentrée académique 2023-2024 a débuté ce lundi 18 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Christian Lokossou, secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, confirme l'effectivité de la reprise des classes par les aspirants au métier d'enseignant. Plus de détails dans cette édition. L'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Robert Dossou, a tenu une conférence de presse visant à éclairer le public sur le rôle et le fonctionnement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à la lumière du récent coup d'État survenu au Niger le 26 juillet 2023. On en parle dans ce 19h. En sport, le Bénin s'apprête à accueillir la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana dans la cité balnéaire de Grand Popo du 24 au 30 septembre 2023. Dans ce cadre, les joueurs béninois sélectionnés sont connus. Nous y reviendrons. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir, ce lundi 18 septembre 2023, les élèves et enseignants ont repris le chemin des classes. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Christian Lokossou, directeur de l'école primaire publique générale, Bégamé 1 et également secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise des classes par les aspirants au métier de l'enseignement. Il est au micro de Francis Fahmi. Nos collègues AME ont tous repris. En tout cas, tous ceux que nous on a dans ce complexe ont repris les classes. Ils étaient là depuis le lundi passé, ils ont commencé par venir. Aujourd'hui encore, ils sont là. Tous ceux que nous avons comme AME sont présents tous. C'est comme d'habitude, hein, ils ont intégré le système, ils sont là, ils font le travail qu'ils doivent faire. Et en tout cas, ici, en ce qui nous concerne au complexe scolaire de Bégamé 1 ici, et ils sont confondus à tout le monde, à tout le personnel. Donc, vous venez ici, vous ne saurez distinguer qui est AME, qui est APE, qui est ACDP. Donc, tous les collègues sont là, tous les collaborateurs sont là. Et il n'y a pas de problème. C'est vrai, ils ont laissé un bon moment, ils sont revenus. Et ce qui est sur le gouvernement, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Et le gouvernement doit penser quand même à de petites formations à leur endroit, c'est sûr. Mais on peut se permettre de dire que c'est vrai, ils sont restés un peu à l'écart de la chose, mais ils n'ont pas tout oublié. Parce qu'il y en a parmi eux qui, quand bien même ils étaient hors du système public, ils ont cherché quand même à avoir la main, ils sont restés dans les privés. Pour la plupart, donc, on ne peut pas dire qu'ils ont complètement perdu la main. C'est vrai, le gouvernement va peut-être penser à de petites formations pour eux pour qu'ils reviennent à la pleine forme. Mais ce qui est sûr, ils n'ont pas perdu complètement la main. Et même s'il y en a qui n'ont pas pu entre-temps passer par les privés, je crois que le simple fait
qu'ils réintègrent le système, les réflexes vont revenir et avec leurs directeurs, les collaborateurs, leurs camarades, et ils vont reprendre ils auront la pleine forme pour jouer crânement leur partition. Ces dernières années sont marquées par des coups d'État en Afrique subsaharienne, un putsch formellement interdit par la communauté internationale, notamment la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, explique le statut du putsch dans l'espace CEDEAO. C'était lors d'une conférence de presse tenue le vendredi dernier au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Propos recueillis par Abdelkader Achirou, Anel Dou. Le putsch est interdit par les textes propres à la CEDEAO, par les instruments de l'Union africaine et par d'autres instruments débordant le cadre africain. Les instruments juridiques de la CEDEAO proscrivent tous les putschs. La CEDEAO, créée en 1975 pour une intégration économique, s'est vite rendu compte de l'impossibilité qu'il y a à faire une intégration économique sans un minimum d'harmonisation des régimes politiques nationaux. Elle a ainsi adopté, de manière fort timide, à Abuja le 6 juillet 1991, la déclaration de principes politiques de la CEDEAO. Ensuite, le traité révisé de 1993 a été plus franc. Les États membres de la CEDEAO, pour la réalisation de l'intégration économique, ont proclamé, je cite, solennellement leur adhésion à la promotion et consolidation d'un système démocratique de gouvernement dans chaque État membre. Et à cette fin, le protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, adopté à Lomé le 10 décembre 1999, a prévu un mécanisme de maintien de la paix, de la sécurité comprenant une force armée. Mécanisme qui peut être mis en mouvement, je cite, en cas de violations graves et massives des droits de l'homme ou de remise en cause de l'état de droit. Et, je cite encore, fin de citation, je cite une autre citation, en cas de renversement ou de tentative de renversement d'un gouvernement démocratiquement élu. Et par-dessus tout, la CEDEAO, je cite encore, constatant que le protocole du 10 décembre 1999, pour avoir plus d'efficacité, exige d'être complété notamment dans le domaine de la prévention des crises intérieures, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l'état de droit et des droits de la personne, a adopté à Dakar, le 21 décembre 2001, le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole du 10 décembre 1999. Ce protocole additionnel comporte une section première intitulée « Des principes de convergence constitutionnelle ». Des principes de convergence constitutionnelle. Et ce chapitre, cette section première plutôt, affirme, je cite, « Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir. » Puis précise, je cite encore, « L'armée est apolitique et soumise à l'autorité politique régulièrement établie. Tout militaire en activité ne peut prétendre à un mandat politique électif. » Fin de citation. Pour renforcer les prescriptions de l'article 1er précité, la section 4 de ce protocole additionnel, comportant les articles 19 à 24,
porte comme titre, je cite, « Du rôle de l'armée et des forces de sécurité dans la démocratie ». Cette section, dans une clarté limpide, affirme notamment, je cite, « L'armée est républicaine et est au service de la nation. Sa mission est de défendre l'indépendance, l'intégrité du territoire de l'État et ses institutions démocratiques. Les forces de sécurité publique ont pour mission de veiller au respect de la loi, d'assurer le maintien de l'ordre, la protection des personnes et des biens. » Il apparaît ainsi que le droit communautaire de la CEDEAO proscrit formellement tout putsch. La même interdiction est faite par des instruments de l'Union africaine. En effet, les instruments juridiques de l'Union africaine interdisent également les putschs. Pour ne pas allonger mon introduction à cette conférence de presse, je me contenterai juste d'énumérer tous les autres instruments d'interdiction de putsch et édictés par l'Union africaine. Nous relevons la déclaration d'Alger de juillet 1999, la déclaration de Lomé du 12 juillet 2000, l'acte constitutif de l'Union africaine adopté à Durban le 9 juillet 2002, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée à Addis Abeba le 30 janvier 2007, la déclaration du 30 janvier 2011 sur les valeurs partagées. Et dans les valeurs partagées, la démocratie et l'interdiction de putsch y figurent. Le cas malien est très amusant et prouve que les putschistes qui prétendent durer dans la transition afin de faire une nouvelle constitution font économie de vérité. La nouvelle constitution malienne du 23 juillet 2023 contient un article 187 qui est la reprise exacte, mot pour mot, de l'article 121, troisième alinéa de la Constitution du 25 février 1992. Je cite, « Tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. » La Constitution de Burkina Faso de 1991, dans sa révision du 5 novembre 2015, considère toute atteinte à la Constitution comme le crime le plus grave à l'encontre du peuple et déclare illégal, je cite, « tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui issu d'un coup d'État. » Fin de citation. Vous connaissez les dispositions des articles 65 et 66 de la Constitution béninoise. Par ailleurs, le droit pénal de chacun des États de la CEDEAO punit comme crime toute rupture de constitutionnalité. D'ailleurs, le tribunal militaire de Niamey a condamné le 24 février 2023 pour la tentative de coup d'État du 31 mars 2021, 27 personnes, dont 5 ont été jugées, condamnées à la prison à vie. Ce qui permet de dire, vous m'excusez, j'ai inversé les choses. Mon secrétaire m'a inversé les choses. Le tribunal militaire a jugé, pas condamné, a jugé 27 personnes, dont 5 ont été condamnées à la prison à vie. Ce qui permet de dire que la règle d'interdiction de rupture de constitutionnalité est et demeure une règle d'ordre public. Maître Robert Dossou approuve la réaction de la CEDEAO face au putsch. Je vous invite à le suivre à nouveau. L'intoxication qui envahit tout en ce moment au sujet des putschs
et particulièrement autour du coup nigérien, nous amène à préciser au prime abord ce qu'est la CEDEAO avant d'examiner sa réaction face au putsch. La CEDEAO est une organisation internationale ou institution internationale dotée de la personnalité morale. Elle est, de la part de chacun de ses États membres, délégataire de souveraineté dans des domaines précis et dans l'espace intégrationnel qu'elle couvre. Il faut, pour le présent exposé, retenir 3 choses essentielles. La première est que chaque ressortissant de chacun des États membres de la CEDEAO est érigé en citoyen de la CEDEAO par le protocole portant code de la citoyenneté de la CEDEAO adopté à Cotonou le 29 mai 1982. Chaque citoyen a donc ainsi des droits et des obligations. Deuxième chose à souligner, la CEDEAO est dotée d'organes de décision, que sont notamment, je ne veux pas les citer tous, que sont notamment la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres, le Parlement de la communauté, la Cour de justice de la communauté, etc. Troisième chose, les décisions prises par les organes sont exécutoires dans l'espace CEDEAO et notamment celles de la conférence, je cite, en force obligatoire à l'égard des États membres et des institutions de la communauté. Ainsi, la mise en commun partielle des souverainetés des États membres au profit de la communauté a donné naissance à un espace comportant un territoire, une population et une gouvernance. C'est en fonction des règles de compétences fixées au traité révisé et à différents actes de la CEDEAO que la conférence a pris contre le putsch du Niger des sanctions. Les sanctions prises par la conférence, alors, sont-elles illégales? Et là, nous avons examiné très rapidement les réactions qui sont prescrites par les textes. Le protocole du 21 décembre 2001 a consacré un chapitre 2 aux modalités de mise en œuvre et des sanctions. Ce chapitre compte un article 45 qui prescrit en ses paragraphes 1 et 2 ce qui suit. 1. Je cite. En cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit, et en cas de violation massive des droits de la personne humaine dans un État membre, la CEDEAO peut prononcer à l'encontre de l'État concerné des sanctions. 2. Les dites sanctions à prendre par la conférence des chefs d'État et de gouvernement peuvent aller par graduation. Fin de citation. Ce protocole a été complété par l'acte additionnel ASA 13-02-12 portant régime des sanctions à l'encontre des États membres qui n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Et c'est ce document-là que j'ai fait circuler, c'est le deuxième document que j'ai distribué dans la salle. Puis suivent des dispositions énumérant et précisant les diverses sanctions. L'article 6, consacré aux sanctions politiques, précise au paragraphe 14 et 15 que les sanctions applicables peuvent comprendre, je cite, la condamnation et la non-reconnaissance des gouvernements issus de changements de constitution, l'imposition de la paix ou la restauration de l'ordre constitutionnel par l'utilisation de la force légitime. Donc, l'utilisation, fin de citation. Donc, dès lors, nous voyons que
l'utilisation de la force est légale et légitime d'après les textes qui régissent la CEDEAO. Donc, ce que fait la CEDEAO aujourd'hui est conforme aux prescriptions des textes qui gouvernent l'organisation. Je signale qu'au 62e sommet tenu à Abuja le 4 décembre 2022, il a été décidé de créer une nouvelle force régionale qui aura pour mission de lutter contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. En conséquence de tout ce qui précède, il est facile de constater que la CEDEAO n'a commis aucune faute, ni dans la procédure, ni dans les sanctions prononcées. Nous ne voyons donc pas pourquoi des voix s'élèvent pour parler de sanctions illégales et inventer des questions non pertinentes pour justifier un putsch. Pour ce qui est de l'intégration, il faut savoir si nous voulons une intégration ou non. Elle ne pourra jamais se faire si nous n'avons pas de principes convergents dans nos comportements politiques. Parlons cadre de vie dans cette édition abandonnée depuis plusieurs années. Le chantier inachevé de l'Assemblée nationale à l'entrée de la ville de Porto Novo sera complètement rasé. Lancé en février 2009 pour une durée de 24 mois, les travaux n'ont pu être achevés sous l'ancien régime. Le gouvernement du président Patrice Talon prévoit la mise en œuvre d'un autre projet sur le site. Il s'agit de l'aménagement d'un parc urbain. Il sera également construit l'arène culturelle de Porto Novo. Les travaux pourraient démarrer en décembre 2023. L'Institut des artisans de justice et de paix a organisé le jeudi 14 septembre dernier son dernier cercle de réflexion. Ce dernier, organisé au Champ d'Oiseaux de Cotonou, porte sur le thème « Promotion d'une démocratie au service du développement humain, une question des droits de l'homme ». Reportage avec Anaël Dou. L'Institut des artisans de justice et de paix IAJP boucle les activités de son troisième thème trimestriel de l'année. Intitulé « Promotion d'une démocratie au service du développement humain, une question des droits de l'homme », ce thème a été l'objet de réflexion au sein des groupes dirigés par les professeurs Marcine Dacruz, Monique Wassakwaro et Idjen Kakaï. Au thème des travaux, chaque groupe a exposé son rapport. Nous avons défini plusieurs pistes qui sont déclinées en plusieurs points. La première, il s'est agi de clarifier les principes de la démocratie, de les adopter de manière unanime et d'œuvrer pour leur mise en pratique, de valoriser la participation du peuple aux prises de décision et de mettre en exergue la légalité et la tolérance politique. Une autre piste a été de procéder au diagnostic des raisons de la non-participation des peuples et communautés de base ou groupes sociaux au développement, de comprendre leur vision par rapport aux questions de développement, de faire la synthèse et de définir une vision nationale en vue de fédérer les aspirations de chacun pour une appropriation du concept démocratique. Il faut constater que certaines couches sociales, telles les handicapés, les personnes retraitées ou même les enfants, ne participent pas au même titre que les actifs à la question du développement. D'où ce qui est à développer, c'est l'homme lui-même. Ce dernier est le premier acteur du développement. L'État a donc la responsabilité, sinon la lourde responsabilité, de créer des conditions, voire des facilités pour favoriser l'émergence des compétences. Impulser donc le développement suppose une vision de l'État central qui doit y jouer le rôle primordial. Il faut inculquer à l'être humain le sacrifice de soi, à savoir le don de soi, et comment essayer de lui inculquer cette notion de développement participatif. La plénière a permis aux participants de mener les débats. Le professeur Idjen Kakaï, conférencier du jour, a clarifié les thématiques. Nous avons deux types de démocratie. Nous avons une démocratie maximaliste et une démocratie minimaliste. La démocratie minimaliste se réduit à l'organisation des élections.
ou, si vous voulez, c'est une démocratie électorale. En revanche, la démocratie maximaliste suppose qu'au-delà des élections, il faut observer les droits économiques, sociaux et culturels. Donc déjà, si on s'en tient à ce concept de démocratie, mais les droits de l'homme, je crois qu'on peut retenir deux paradigmes. Un paradigme classique selon lequel on distingue les droits de la première génération, qui sont des droits civils et politiques. Nous avons également les droits de la deuxième génération qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels, et les droits de la troisième génération, comme le droit à l'environnement, le droit au développement. Mais si on veut dépasser ce paradigme classique, on peut retenir un paradigme onusien selon lequel les droits de l'homme renvoient à trois réalités, c'est-à-dire c'est la réalisation des droits, la réparation et la protection. Au-delà de tout, au-delà des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, voire des droits de la troisième génération. Pour être plus concret, le paradigme onusien met l'accent sur le fait que les droits doivent être protégés, les droits doivent être réalisés et les droits doivent être réparés. Et je pense que ce paradigme onusien est au cœur de la thématique de ce soir, où il est question de faire une promotion de la démocratie dans un contexte participatif afin d'aboutir à un développement humain. Plusieurs réflexions ont été menées et divers enseignements ont été donnés. L'Institut des artisans de justice et de paix achève ainsi le cycle des réflexions de l'année 2023 en attendant les symposiums de fin d'année. Au terme de ce cercle de réflexion, le directeur de l'Institut des artisans de justice de paix, le père Éric Aguenoumon, a fait le bilan des activités de l'Institut en 2023 et a dévoilé le calendrier prévu pour l'année 2024. Des propos recueillis par Anaël Dou. Nous sommes au terme d'une expérience, d'une marche intellectuelle qui a été initiée pour cette année 2023. Marche initiée autour d'un thème d'année qui s'intitule « Promouvoir une démocratie au service du développement dans le respect des droits humains et la consolidation de la paix ». Contrairement aux expériences faites durant 25 années, l'IAJP a voulu cette année initier une nouvelle dynamique, prendre un thème trimestriel et le développer en 3 actes. Premier acte, la conférence. Deuxième acte, le débat. Et troisième acte, les cercles de réflexion. Ce qui fait 9 mois d'échanges, de rencontres et de partage. Au bout de ces 9 mois, nous avons travaillé la question de la prévention des crises post-électorales au premier trimestre. La démocratie, valeurs humaines et consolidation de la paix au second trimestre. Et maintenant, ce troisième trimestre, nous avons travaillé sur la promotion d'une démocratie au service du développement. Ce nouveau schéma de rencontres, d'échanges et de partage initié par l'IAJP en cette première édition est une réussite. Cet institut, qui est un institut d'obédience catholique appartenant à la conférence épiscopale du Bénin, initié par Monseigneur de Souza au sorti de la conférence nationale, se veut être un lieu
d'échange au carrefour des sociétés. Au carrefour des sociétés pauvres, des sociétés populaires, des sociétés élitiques, des sociétés scientifiques et culturelles. Être au cœur de la cité, sentir la question sociale, la récupérer, se réunir, en débattre et sortir après avec des ouvrages, des résolutions et des perspectives. Il s'agit là d'un travail d'éducation et de formation de la conscience humaine, car chacun de nous constitue une pierre vivante dans la construction d'une cité démocratique. C'est pour cela que nous voulons, pour l'année prochaine, l'année 2024, nous pencher sur le thème suivant: la coopération internationale et les défis contemporains en Afrique. La coopération internationale et les défis contemporains en Afrique. Ce sera là notre thème d'année. Le premier trimestre, janvier, février, mars, nous aurons pour thème trimestriel la coopération sous-régionale et les problèmes de la sécurité transfrontalière et du terrorisme. Je vous invite déjà à noter la date de la première conférence qui sera pour le 25 janvier, jeudi 25 janvier 2024. S'il plaît à Dieu, le conférencier nous viendra de très loin, un Béninois de l'extérieur, pour créer ce pont entre le Béninois de l'intérieur et le Béninois de la diaspora. Cette édition se poursuit la première promotion des apprenants de Vocali, une école d'amélioration et de perfectionnement des techniques vocales, ont donné un spectacle le vendredi 15 septembre dernier à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Le film de la soirée a laissé tomber Délarius à Diagbeno. Pendant un mois, ces passionnés de la musique, notamment du chant, ont travaillé à l'amélioration de leur voix dans le cadre de la première édition de Vocali. Elles viennent livrer leurs acquis cette soirée du vendredi 15 septembre 2023. Cette première promotion, composée de jeunes et d'adultes, s'est appliquée à interpréter avec justesse, une bonne diction et à communiquer avec le public devant un jury. Ce qui m'a le plus plu chez les seniors, c'est véritablement la communication dans le chant. Donc on sentait vraiment qu'elles étaient là pour transmettre quelque chose. Ce qui a manqué un peu chez les plus jeunes. Donc je dois dire que les plus jeunes ont beaucoup à apprendre sur les seniors, vraiment le lâcher prise et la capacité à pouvoir communiquer avec le public. Par ailleurs, la justesse des moyens, l'expression générale était bonne, la diction était bonne et comme je le disais tout à l'heure, la tenue scénique était très bonne. Pour obtenir ce rendu, le promoteur de Vocali a travaillé au renforcement des capacités des apprenants dans 3 ateliers. Le premier atelier, c'est connaître ton profil vocal. Il faut savoir votre voix, ce que c'est, à quoi ça peut servir, qu'est-ce qu'on peut en faire. Le deuxième atelier, c'était voix tropicale et voix d'ailleurs, c'est-à-dire la voix tropicale, la voix africaine et les voix d'ailleurs. Et le dernier atelier, c'était interpréter ou arranger une musique. Comment s'y prendre? Interpréter ou arranger une musique, comment s'y prendre? Voilà, c'est à l'issue de ces 3 ateliers que nous avons suivis, au cours desquels nous avons suivi des apprenants
que nous sommes venus pour faire un événement, pour restituer ce qu'on a appris avec eux ensemble. Estelle Agbotan, l'une des participantes, se réjouit de faire partie de la première promotion. Elle, qui a effectué ses premiers pas dans l'univers de la musique depuis son enfance. C'est un amour de, je ne sais pas, depuis le berceau, je vais dire, parce que j'ai toujours aimé chanter. J'ai été très heureuse de cette soirée où j'ai rencontré beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs et de bons chanteurs. J'ai entendu de très très belles voix et je crois que j'ai passé une très très belle soirée. Et je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis de participer à cet événement. Le promoteur de Vocali et son staff ont réussi le pari de l'organisation de cette première édition. Je suis comblé parce que l'objectif principal que nous escomptons, l'équipe Vocali et moi, en tant que promoteur, c'est de diffuser dans l'esprit de tout le monde, dans l'esprit du public béninois et africain en général, cette conviction-là que la musique chantée, ça s'apprend. Il faut aller à l'école de la musique chantée et ce n'est pas avec beaucoup de livres qu'on acquiert ça. Il y a des notions précises, il y a des outils précis et il faut que vous vous adressiez à la bonne personne pour avoir les acquis là et pouvoir les mettre en application. L'équipe de Vocali a bénéficié du soutien de Thierry Sekloka comme parrain de l'événement. Plusieurs personnalités de la musique chantée au Bénin ont rehaussé de leur présence la soirée Vocali 2023. Hors de nos frontières au Mali, en moins de 2 semaines, au moins 6 attaques et affrontements ont eu lieu entre signataires de l'accord de paix d'Alger. Les ordres de l'état-major malien ont été transmis le 7 septembre dernier à toutes les unités de gendarmerie de la région de Bamako. Le premier ministre malien Choguel Maïga a récemment et publiquement avoué que l'objectif de l'armée malienne est de contrôler les bases militaires de Kidal, ce qui veut clairement dire que l'État utilisera les moyens militaires nécessaires pour atteindre ses objectifs. Après plusieurs mois d'attente, Téhéran a finalement annoncé l'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis et le déblocage de plusieurs milliards de fonds iraniens retenus dans plusieurs pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien a affirmé que l'échange de prisonniers aurait lieu ce lundi 18 septembre 2023. 5 binationaux irano-américains détenus depuis plusieurs années pour espionnage ou action contre la sécurité nationale doivent être libérés de leur côté selon les termes d'un accord conclu à la faveur d'une médiation de Doha. Les Américains vont libérer 5 Iraniens détenus dans leur prison. 2 d'entre eux vont rentrer en Iran. Parlons sport à présent. La 50e édition des championnats du monde de pétanque s'est achevée hier dimanche 17 septembre 2023 à la place de l'Amazone à Cotonou. Colombe Oussou, présente à la cérémonie de clôture, nous propose un reportage sur l'organisation de cette compétition faite par le Bénin. Terminus, l'euphorie autour des sports boules au boulodrome de la place de l'Amazone s'arrête. Pendant une semaine, les passionnés et amoureux de la pétanque se sont donnés à cœur joie à Cotonou. Le bilan des guépards réjouit le sélectionneur. Nous avons fixé 3 objectifs. C'est vrai qu'on voulait la doublette homme, le tête-à-tête homme et la triplette. Mais malheureusement, ça nous a un peu échappé, mais nous avons eu quand même d'autres médailles dans d'autres disciplines. Ce qui nous réjouit parce que après tout, la préparation qui a été faite n'a pas été nulle et que nos athlètes ont quand même confirmé, sauf quelques dérapages. Je suis satisfait, quoi. Je ne suis pas mécontent du résultat et que maintenant il reste l'exécutif qui nous dira qu'est-ce qu'elle en pense. Un rendez-vous mondial qui comble les attentes. L'organisation, je n'étais pas dedans, mais ce qu'on voit de loin, elle est parfaite. Parce que j'ai vu un boulodrome hors du commun. Vraiment, c'est très classe, c'est bien pensé. Il faut féliciter tous ces acteurs de la pétanque béninoise, en commençant par le premier d'entre eux. Il ne joue peut-être pas à la boule, mais il sait donner les ordres qu'il faut pour que le pays soit sur la bonne voie et que le pays soit révélé. Je veux parler du président de la République parce que tout ça, ça vient d'une volonté politique de développer le sport béninois. Et quand vous voyez comment c'est organisé, comment les gens que j'ai croisés
des fédérations de pétanque des autres pays. Et comment ils parlent du Bénin aujourd'hui, c'est une très très bonne chose pour nous. L'organisation très bien, parce que monter ça en si peu de temps, c'était vraiment exceptionnel. Et puis l'endroit est vraiment magnifique avec la mer d'un côté, l'Amazone de l'autre. Et tous ces terrains-là, les tribunes et tout, c'est super bien. Au niveau du car vidéo, c'était bien. Bon, c'est pas les grands cars qu'on peut avoir en France, mais ça suffisait pour faire ça. Et après, moi j'ai découvert tous les gens qui travaillaient ici. Donc il a fallu faire un peu de formation au début. Et ensuite, à force de faire des matchs et tout ça, tout le monde a bien compris les règles, comment filmer la pétanque. Et on s'en est super bien sorti pour filmer ça. Avec la pluie, on a dû gérer quand les matchs se sont arrêtés. À Canal+, ils ont dû mettre des programmes de remplacement et on a repris l'antenne quand on pouvait. Et voilà, on a réussi à faire tous les directs qu'on voulait quand même. C'est le 20e championnat du monde que j'assiste en tant que coach ou sélectionneur. Mais c'est la première fois où je vois une organisation de taille où vraiment tout le monde est content et c'était la grande fête. En tout cas, on remercie le public, on remercie le Bénin et on remercie également notre ministre des Sports. D'autres challenges attendent les boulistes pour que les Guépards se hissent au sommet de la pétanque mondiale. Au terme du dernier match final triplette homme remporté 13-10 par la Thaïlande devant l'Espagne, le sélectionneur des Guépards boulistes Guy Tronou s'est exprimé sur la performance qu'a eu ses poulains tout au long du championnat. Des propos recueillis par Colombe Oussou. Nous avons fixé 3 objectifs. C'est vrai qu'on voulait la doublette homme, le tête-à-tête homme et la triplette. Mais malheureusement, ça nous a un peu échappé, mais nous avons eu quand même d'autres médailles dans d'autres disciplines. Ce qui nous réjouit parce que, après tout, la préparation qui a été faite n'a pas été nulle et que nos athlètes ont quand même confirmé, sauf quelques dérapages que nous avons eu en cours de chemin. Mais ça, vous savez, nous allons retravailler. On est en train de former des éducateurs pour qu'eux aussi arrivent à performer, pour que nos jeunes puissent avoir de l'avance, également de pouvoir gagner le haut niveau. Mais maintenant, je suis à la retraite, mais cela ne veut pas dire que je vais abandonner complètement mes éducateurs. Je vais les aider dans l'ombre, mais moi-même, je ne serai plus en action. Remaniement au sein de l'équipe nationale, je ne pense pas, puisque chaque fois qu'il y a un championnat, que ce soit d'Afrique ou du monde, nous essayons de piocher dans tout le Bénin les meilleurs de chaque département et nous les faisons travailler pour en sortir les meilleurs. Donc cette fois-ci, c'est les meilleurs que nous avons sortis, c'est les meilleurs qui ont prouvé. Maintenant, peut-être demain, ceux qui n'ont pas été pris, ils vont prouver peut-être demain. Mais en attendant, moi je suis fier de ces athlètes-là. Aujourd'hui, moi je vous dis, le niveau béninois à la pétanque est quand même au sommet où la plupart des nations nous craignent. Là, on est passé un peu à côté en triplette, parce que nous avons notre star qui n'a pas rendu. Mais vous savez, c'est les aléas du sport. Il n'a pas été dedans et il est passé à côté. Sinon, ce qu'on pensait faire avec lui, ça n'a pas marché. Ce n'est pas une fin en soi. Le soutien, on l'a eu cette fois-ci. Parce que les gens nous traitent de délinquants. Et quand on voit un chef de l'État qui choisit un endroit, qui s'investit avec son ministre des Sports pour nous accompagner, et vous avez vu les championnats du monde, comment ça s'est passé. C'est un engouement monstrueux par rapport même au foot, parce que ce n'est pas la même mentalité. Et là, moi je suis fier que mon pays soit révélé, parce que 37 pays venant de tous les bords, de tous les continents, pour être avec nous et participer à ce championnat, je crois que le Bénin a déjà gagné. Après leur mise au vert du 1er au 3 septembre dernier, les joueurs des équipes nationales seniors et super seniors engagés dans le cadre de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maracan Grand Popo 2023 poursuivent leurs préparatifs. Sous les ordres de l'encadrement technique, les Guépards peaufinent leur préparation dans la cité balnéaire, ce qui va durer jusqu'au 24 septembre prochain, date du coup d'envoi de la compétition. À 6 jours du démarrage des hostilités, on connaît les joueurs retenus pour défendre le drapeau national lors de cette 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracan. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention.